À l'ouest des États-Unis, la côte Pacifique est une côte mythique, car elle a longtemps attiré les pionniers en quête de la dernière frontière. 3 États bordent la côte, traversée par la route 101, la Highway 101 en version originale. En partant du nord, à proximité de Seattle, elle parcourt près de 2500 km pour rejoindre Los Angeles en passant par San Francisco. Sur son parcours exceptionnel, on trouve aussi bien de charmantes stations balnéaires que d'impressionnantes forêts d'arbres géants. Le tout ponctué de vues spectaculaires sur l'océan. L'océan Pacifique se donne en spectacle tout le long d'une route 101 qui sillonne entre les criques, les plages, une longue chaîne de basses montagnes et d'immenses forêts. Au début du XXe siècle, la 101 n'est pas encore une route officielle quand Seattle devient le point de départ de milliers de chercheurs d'or. C'est la rivière Klondike qui va initier la ruée vers l'or, vers le sud du Canada tout proche. En cette fin du XIXe siècle, Seattle devient, grâce à de nombreuses publicités, la porte d'entrée des champs aurifères. Toute la région bénéficie d'une manne d'argent frais et se développe en un court laps de temps. Débarqués dès 1850, les immigrants étaient déjà venus en nombre de toute l'Europe à la conquête de l'Ouest. Ville dynamique, Seattle attire encore aujourd'hui des populations venues du monde entier qui s'intègrent dans le modèle américain. Les descendants des immigrants restent très attachés aux traditions et à une musique qui remonte au temps des premiers cow-boys. La route 101 traverse notamment plusieurs forêts de séquoias, qui dépassent souvent les 50 mètres de haut. La forêt n'est jamais très éloignée d'une côte pacifique qui joue avec un climat parfois capricieux, avec un brouillard qui parfois recouvre l'océan. Ici, la forêt est aussi synonyme d'industrie, et ce depuis très longtemps. Les différentes variétés de conifères étaient déjà exploitées par les colons européens dès la fin du XVIe siècle. Aujourd'hui encore, l'exploitation forestière est l'un des fers de lance de l'économie de la région, surtout en matière de construction. L'exploitation des arbres s'inscrit dans la gestion d'un immense domaine forestier. Plus au sud, les vignes en grand nombre rappellent que l'Oregon et la Californie sont de grands producteurs de vin. À l'exemple du raisin, c'est la combinaison ensoleillement et irrigation qui favorise la pousse des fruits et des légumes. Le long de la route 101, la faune est d'abord marine avec une grande variété de poissons de toute taille qui peuplent les rivages océaniques. Entre terre et mer, les phoques et les otaries occupent le terrain de manière très sonore. Et le long de la côte, les oiseaux sont légion. La 101 est vraiment une route unique qui franchit tous les obstacles et côtoie les paysages les plus séduisants entre rivières et cascades d'un côté et les décors somptueux de la côte pacifique de l'autre. Tout le long de cet itinéraire hors du commun, les forêts de conifères à perte de vue voisinent avec les dunes de sable et les rivages spectaculaires. L'eau entoure la ville de Seattle de toutes parts. Seattle se situe entre le détroit de Puget, véritable extension de l'océan Pacifique, et le lac Washington. La plus grande cité de l'État de Washington porte le nom du chef amérindien Seattle. Elle montre sa personnalité dès la baie Elliott. Ce front de mer, dominé par les immeubles modernes de Downtown, le centre-ville, compte de nombreuses jetées, une grande roue emblématique de la ville et un terminal pour les paquebots. L'autre emblème de Seattle est la Space Needle, aiguille de l'espace en français, créée pour l'exposition universelle de 1962. Le sommet en forme de soucoupe volante culmine à 185 mètres. La Space Needle surplombe un centre des sciences,
et des fontaines où s'abreuvent des animaux venus de la préhistoire. À proximité, une serre monumentale abrite le Chiwuli Garden and Glass, consacré au travail du sculpteur sur verre Dale Chiwuli. Son œuvre la plus remarquable est la Sea Life Tower, une exposition qui montre l'attachement de Seattle à toutes les formes d'art. Art rime avec architecture dans le quartier historique de Pioneer Square. Après le grand incendie de 1889 qui détruisit toutes les maisons en bois, on bâtit un ensemble d'immeubles en briques rouges comme le Pioneer Building avec sa structure d'acier. À Downtown, les buildings modernes dominent désormais Pioneer Square et les rues sont surplombées de câbles électriques qui servent au réseau de transport en commun. L'architecture de Seattle est très disparate et a su s'adapter à la configuration du terrain qui compte de nombreuses collines. La bibliothèque centrale, faite de verre et d'acier, a été dessinée par l'architecte Rem Koolhaas. C'est le cœur de Seattle et une véritable institution. Le Pike Place Market est un immense marché en activité depuis 1907 qui accueille chaque jour des milliers de clients et de touristes. Outre les animations, les grandes halles proposent une multitude de produits frais comme les fruits et les légumes, produits en majorité dans l'État de Washington. Installés sur leur tas de glace, les poissons ici ressemblent souvent à des poissons volants ou à des ballons de rugby. Plus paisibles, les crabes et autres crustacés ont droit à de bons bains préparatoires avant d'être dégustés dans les restaurants spécialisés. Les stands sont très variés et proposent aussi bien une vaste gamme de fromages ou de charcuterie que des produits à base de cacahuètes. Ici, l'abondance et la fraîcheur des fleurs ne sont pas une légende. Sur des dizaines de mètres carrés se confectionnent les bouquets les plus colorés. La lavande vient de la région de Woodinville, à moins de 50 km de Seattle. Autres produits, tendance bio et médication naturelle, dans quelques boutiques plus discrètes. Ici, les livres parlent ésotérisme, aromathérapie et soins alternatifs. Et l'art trouve aussi sa place au marché. Seattle a récemment attiré des géants de la haute technologie, tout en préservant ses industries historiques. L'aéronautique est l'une des spécialités de Seattle depuis qu'un certain William Boeing y a installé ses ateliers en 1916. La société qu'il a créée est maintenant l'un des plus gros employeurs de la région. Le Museum of Flight, littéralement le musée du vol, fait honneur à cette illustre histoire aérienne en présentant près de 150 aéronefs de toutes les époques, civiles ou militaires. Des premiers engins volants, planeurs et biplans pas toujours très sûrs,
Jusqu'aux jets les plus furtifs, en passant par les premiers appareils de transport de passagers, on peut admirer la panoplie la plus large d'appareils de tout l'ouest des États-Unis. La Space Gallery et son simulateur de vol en navette spatiale est consacré à la conquête de l'espace. Tout un programme. Seattle est surnommée la Cité Émeraude, allusion à la dominante verte des paysages autour de la ville. Ancienne bourgade de bûcherons et de chercheurs d'or, elle est réputée pour sa qualité de vie. Au fil de son histoire, elle est devenue l'un des porte-drapeaux culturels et artistiques du pays. Direction les grands espaces et les immenses forêts de conifères qui occupent toute la région à l'est et au sud de Seattle, dominée par la chaîne des Cascades. Les rivières y sont nombreuses, comme la White River et ses eaux presque blanches, d'où son nom. Elle est alimentée par un glacier du Parc national du Mont-Rainier. Les reliefs ne sont jamais très loin, tous couverts de pins, de sapins et autres cèdres, mélèzes et bien sûr de séquoias. L'exploitation forestière est inscrite dans l'histoire du pays, puisque la forêt occupe plus d'un tiers du territoire américain. Elle est gérée en grande partie au niveau national. Les coupes sont très réglementées et les jeunes conifères remplacent les arbres coupés, notamment dans le cadre de programmes de reboisement qui prévoient de planter des milliards d'arbres. La chaîne des Cascades s'étend sur 3 États et plus de 1000 km, avec un point culminant, le mont Rainier, 4392 mètres. Coiffée de neige éternelle, la montagne qui est Dieu, comme l'appelaient les Amérindiens, est un volcan toujours actif, même si la dernière grande éruption a eu lieu il y a 2000 ans. Aux confins du Canada et du Pacifique, l'État de Washington est donc à la fois largement couvert de forêts, mais aussi ouvert sur l'océan avec plus de 400 km de côte. La route 101 débute à Olympia, capitale de l'État. Elle effectue une large boucle autour d'une péninsule avant de rejoindre les rivages de l'océan. Dominée par le dôme imposant de son Capitole, Olympia est une capitale modeste, surtout administrative, qui vit à l'écart de Seattle, sa grande voisine du Nord. Paisible, elle ne compte qu'un peu plus de 55 000 habitants qui profitent de sa situation géographique à l'extrémité du détroit de Puget. Retour vers la côte pacifique à hauteur d'Aberdeen, une petite bourgade d'à peine 18 000 habitants installée au fond de la baie de Grays Harbor et arrosée par la Chehalis River. Un musée maritime y accueille une copie du célèbre Lady Washington, premier navire américain à avoir atteint Honolulu, Hong Kong et le Japon, et à avoir pratiqué le commerce de la perle noire et du bois de santal. C'est dans le vaste état de l'Oregon que la route 101 poursuit son bonhomme de chemin le long de la côte du Pacifique. Salem est la capitale de l'État, mais Portland en est la ville phare. Sur le littoral, stations balnéaires, immenses plages et dunes géantes côtoient larges forêts et parcs nationaux. C'est la nature dans tous ses états.
Long de 6,5 km, le pont Astoria-Mugler est l'un des plus longs d'Amérique du Nord. Il relie les États de Washington et de l'Oregon par-dessus le fleuve Columbia, qui se jette ici dans l'océan. À proximité de la ville d'Astoria, une colonne domine le paysage du haut de ses 38 mètres. Elle raconte l'histoire de cet ancien comptoir qui vit débarquer les explorateurs Lewis et Clark, le navigateur Robert Gray qui baptisa le fleuve Columbia du nom de son bateau, et John Jacob Astor qui donna son nom à la ville. Le paysage est un cocktail naturel de forêts nationales, de cours d'eau affluents du fleuve Columbia et de monts boisés de moyenne altitude. Retour sur la côte, à Seaside, la station balnéaire la plus fréquentée de l'Oregon, véritable bulle de détente pour les citadins venus de Salem ou de Portland. La petite ville bénéficie de toutes les animations d'une station balnéaire. Les bulles ici ont le pouvoir de transformer la plage en monde féerique. Seaside est connu également pour son aquarium, l'un des plus anciens de la côte ouest, ouvert en 1937. Il réunit une belle variété de poissons, de crustacés et d'anémones typiques de la région, et aussi quelques phoques espiègles qui savent comment obtenir un poisson du visiteur. Un tour de voiture à pédales et l'on profite de la large plage qui se prolonge jusqu'à la ville voisine de Cannon Beach, connue pour son énorme pilier rocheux, le Haystack Rock, haut de plus de 70 mètres. De nombreux artistes ont été séduits par la jolie petite bourgade et ont peint le colossal rocher de basalte, fruit de l'érosion marine. Refuge pour de nombreux oiseaux, le monolithe est accessible à pied à marée basse. Direction Portland, la plus grande ville de l'Oregon, installée à la confluence des rivières Columbia et Willamette. Ancien port stratégique pour le commerce maritime, Portland revendique aujourd'hui le statut de ville la plus verte du pays, avec la création d'écoquartiers et d'immeubles autosuffisants en énergie. Par ailleurs, son modèle d'urbanisme élaboré depuis 1972 interdit les banlieues résidentielles et laisse s'épanouir les bois et les vergers à 2 pas du centre-ville. Le symbole de la ville est une immense sculpture signée Raymond Kasky, la 2e plus grande statue en cuivre des États-Unis après la Statue de la Liberté. Berceau d'une certaine contre-culture américaine, Portland a attiré de nombreux artistes par son atmosphère bucolique et ses jolies maisons de style victorien, comme celle du quartier de Nob Hill, l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Surnommée la ville des roses, Portland dispose de nombreux jardins, comme celui consacré à la Reine des Fleurs dans le remarquable Washington Park. Cette roseraie, qui date de 1917, prend part bien sûr au Festival de la Rose, le festival le plus important de la ville, qui attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Frontière naturelle entre l'État de Washington et l'Oregon, la Columbia River prend sa source au Canada,
dans les montagnes de Colombie-Britannique. Sur près de 2000 km, elle est alimentée par des sources souterraines et de petits cours d'eau comme le Multnomah Creek. Les Multnomah Falls, emblème naturel de l'Oregon, sont divisés en deux cascades impressionnantes de 21 et 165 mètres de haut. Les chutes de Multnomah ont leur point d'observation idéal, un pont quasiment suspendu dans le vide. La légende raconte qu'une jeune indienne s'est jetée du haut de la falaise pour sauver son peuple d'une épidémie. Son père, demandant au grand esprit de prouver que sa fille avait été bien accueillie, vit surgir un puissant flot d'eau pure. Au centre de la vallée fertile de la Willamette, Salem est la capitale de l'Oregon. Fondée en 1840, elle compte un peu moins de 200 000 habitants. Le dôme de son Capitole est dominé par la statue d'un pionnier en bronze doré. Le bâtiment a été érigé en 1938. Un pont enjambe la rivière Willamette et mène au Riverfront City Park, où se dresse un énorme globe terrestre. Quand la route 101 fait des incursions à l'intérieur des terres, c'est pour retrouver les vastes forêts d'épicéas et de cèdres. Ici, le bois est omniprésent et rappelle que tous les métiers liés à l'exploitation forestière sont inscrits dans l'histoire de la région. Résultat, la plupart des constructions ici sont faites en bois et il en va de même pour l'aménagement intérieur et la décoration. Retour sur la côte pacifique avec ses paysages sauvages, quand le soleil joue avec la brume et les nuages. En Oregon, ce sont pas loin de 600 km de caps rocheux et de plages qui sont léchés par les vagues du Pacifique. L'écosystème côtier se satisfait d'un climat tempéré pour laisser pousser plantes et conifères, tandis que l'océan fournit en poissons les pêcheurs des petites villes du littoral. Une étape parmi d'autres, Wheeler et sa boutique artisanale. Nous sommes ici à Wheeler, en Oregon. Mon mari et moi-même sommes des artistes et nous confectionnons nos propres serviettes, des sacs en tissu, des t-shirts et des sweatshirts. Nous faisons aussi des broderies sur les casquettes avec nos dessins et nos graphismes. Et pourquoi avez-vous choisi de vous installer ici? La vue. Nous savions que nous allions devoir travailler chaque semaine, 7 jours sur 7. Et nous cherchions un endroit où nous pouvions avoir une vue sur la côte et aussi observer le va-et-vient des pêcheurs et la vie sauvage. Ici, on peut voir des wapitis et dans la baie, il y a des phoques, des poissons, toutes sortes d'oiseaux. Cette baie est un véritable sanctuaire pour les oiseaux. Une autre baie accueille la petite ville de Garibaldi, qui compte à peine quelques centaines d'habitants. Mais elle est connue dans tout l'État pour sa jetée de 214 mètres, la plus longue de l'Oregon, qui attire les pêcheurs de crabes de toute la région et même de plus loin. La nuit dernière, nous en avons pris 8 gros. Regardez, en voilà un bien gros.
Les crabes dormeurs ont bien du mal à se reposer avec des pêcheurs comme vous. Oui, la nuit dernière a vraiment été bonne. C'était la première fois que l'on pêchait la nuit et on a réussi à en prendre, mais il y en a qui se sont échappés. Aujourd'hui, on s'est levé à 3 heures du matin. Cette baie est sans doute une zone privilégiée. Mais est-ce vraiment facile de les attraper, ces crabes? Ça dépend des jours, parfois c'est facile, parfois c'est plus difficile. En général, c'est plutôt facile de les attraper. Mais alors, pourquoi les crabes sont-ils si nombreux ici? Je crois que c'est en raison du sable qui se trouve au fond de la baie. Ils viennent ici pour manger et aussi nourrir leurs petits, mais je ne sais pas trop pourquoi. Une fois attrapés, ces crabes doivent être préparés pour être mangés. Mais comment s'y prend-on? On les cuit, et puis on les vide. On les nettoie, et alors on peut casser les petites pinces et les pattes. Et il y a aussi de la chair à l'intérieur. La chair est vraiment délicieuse. Pour pouvoir garder le crabe, il faut que la carapace soit plus grande que ce gabarit. De Garibaldi à Newport, la route 101 devient sinueuse et passe d'un décor à l'autre. Parfois, la forêt est si proche de l'océan que les arbres jouent avec le sable et les dunes. Puis la route traverse des bois bien fournis pour rejoindre des rivages semés de rochers monumentaux, de hautes falaises découpées et de dunes géantes. Les secteurs habités sont rares et ce sont surtout des fermes isolées qui parsèment l'arrière-pays. Dans l'Oregon, on compte pas moins de 900 vignobles, avec en vedette le chardonnay, le riesling et surtout le pinot noir. Il faut emprunter le pont de Yaquina Bay pour rejoindre Newport, une petite ville qui vit du tourisme, mais surtout de son activité traditionnelle, la pêche industrielle. Les gros chalutiers qui partent pour de longues campagnes ont leur propre port, tandis que les bateaux de plaisance profitent du soleil sous le regard des lions de mer. Le lion de mer de Steller est l'espèce d'otarie la plus répandue. Il vit sur les côtes rocheuses du Pacifique et aux îles Galapagos. À Newport, les otaries profitent de plateformes aménagées pour s'offrir un repos bien mérité entre deux plongées. Newport a longtemps abrité les Amérindiens de la tribu Yaquina, d'où le nom de la baie. Entre Newport et Florence, la côte de l'Oregon est encore sauvage et fait la part belle à une série de plages accessibles à tous. En effet, une loi de 1967 oblige les propriétaires à laisser un accès libre à l'océan depuis leur propriété. Le long de la 101, l'océan Pacifique a creusé la roche pour dessiner des petites criques dans lesquelles s'engouffrent des vagues puissantes. Sur le site de Torswell, le puits de Thor, on apprécie ce travail d'érosion qui permet de profiter d'un show naturel hors du commun. Mais le clou du spectacle est le fameux puits de Thor,
le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Un gouffre qui avale et recrache, parfois avec fureur, l'eau de l'océan. La route 101 doit parfois se frayer un chemin dans une végétation luxuriante pour retrouver la civilisation et ses aires de camping qui profitent de points de vue exceptionnels. Les criques et les plages se succèdent tout le long de la route, avec des maisons et des phares perchés sur les falaises. C'est ici que l'on retrouve, dans son habitat naturel, la plus grosse des otaries, le lion de mer de Steller, qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m et peser jusqu'à 250 kg. Il y a surtout ici des lions de mer de Steller, qui constituent la colonie la plus importante parmi les membres de la famille des lions de mer. Il y a également quelques otaries californiennes. Elles sont plus foncées et 2 fois plus petites. Elles émettent une sorte d'aboiement, alors que les lions de mer de Steller émettent des grognements. On les trouve tout au long de la côte ouest. Les lions de mer se déplacent tout le long de la côte pacifique et doivent donc évoluer au large d'un vaste secteur de dunes qui s'étend de part et d'autre de la ville de Florence sur plus de 60 km. On y pratique un sport original très prisé par les amoureux de la glisse, le sandboarding ou surf des sables. Le surf des sables, c'est la meilleure façon de débuter dans les sports de glisse et sans danger. On ne se blesse pas en tombant dans le sable, contrairement à la glace, et on ne risque pas de se noyer dans le Pacifique comme avec le surf. Et vous pouvez pratiquer ce sport génial dans nos dunes. Quelles sont les bases pour apprendre à surfer? Je garde la cire dans ma poche et au sommet de chaque dune, je l'étale entre ces 2 boulons. Pas au-dessus ni en dessous. Et je fais un grand W de chaque côté. Comme ça. Il faut presser la cire suffisamment fort, puis il faut frotter la planche sur le sable pour mélanger le sable à la cire. Tu sens quand la planche est prête à être utilisée. Tu mets ton pied comme ceci, le talon dans la sangle, tu n'as pas besoin de bouger. Trouve la meilleure position pour que ton pied puisse se pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Si tu as besoin de changer de pied, pas de problème, il faut juste être pieds nus ou sans chaussettes, pas de chaussures. Résultat, après quelques mouvements hésitants, on peut s'offrir de belles sensations. Mais les collines de sable servent aussi de terrain de jeu à des bolides plus rapides et plus bruyants. Émotion forte garantie si l'on embarque pour une visite guidée pas comme les autres, bien plus remuante que le surf. On est à l'intérieur du parc Honeyman, qui est le 2e plus grand parc d'État en Oregon. Ici, c'est juste la partie ouest du parc, des 2 côtés nord et sud de la route. Ce parc s'inscrit dans une vaste zone, l'Oregon Dunes National Recreation Area, qui constitue l'une des plus vastes étendues de dunes côtières au monde. Par grand vent, quand le sable tourbillonne, c'est vraiment utile d'avoir du matériel qui permet de rester stable quand on se déplace sur le sable. Ces îlots d'arbres sont les restes d'une ancienne forêt qui se trouvait ici. On dit qu'il y a 100 000 ans, le sable a commencé à se déplacer depuis la plage et à pousser la végétation vers cette petite zone que nous voyons aujourd'hui. Le vent a sculpté des dunes qui peuvent atteindre les 150 mètres de hauteur. Il y a aussi des plans d'eau qui peuvent apparaître et disparaître. Ce qui est à gauche, y compris ces îlots, c'est de la végétation ancienne. Et à droite, jusqu'à l'océan, ce sont des arbres récents. Les précipitations et les vents rendent le décor instable, mouvant. Mais lorsque l'on parcourt les dunes avec de tels engins, n'y a-t-il pas des conséquences sur les dunes elles-mêmes et sur l'environnement en général?
Non, en fait, ce qui abîme les dunes, ce sont des herbes qui ont été apportées d'Europe, que vous pouvez voir sur la plage et qui constituent une sorte de barrière. Elles ont été plantées au début des années 1900 pour canaliser l'eau des rivières et empêcher le sable de gagner la ville. En gros, elles arrêtent le mouvement du sable, ce qui permet à la végétation de pousser. Et c'est pourquoi des arbres poussent de nouveau entre nous et l'océan. L'État de Californie est le 3e État traversé par la route 101. Elle y parcourt pas moins de 1200 km, de Crescent City à Los Angeles, en passant par San Francisco. Une bonne partie de son parcours s'effectue au cœur des forêts de séquoias géants, qu'on appelle ici les Redwoods, une merveille naturelle hors du commun. La forêt est partout au nord de la Californie et la route 101 n'hésite pas à se confronter à des séquoias qui peuvent atteindre les 100 mètres de haut. Aujourd'hui, la forêt de séquoias est plus petite que ce que l'on pourrait penser. Nous avons ici les séquoias de la côte, une longue forêt étroite le long du littoral. Les séquoias contiennent de l'eau qui vient du sommet de l'arbre. C'est grâce à cette eau qu'ils grandissent autant et si rapidement. Les Redwoods appartiennent à de vastes parcs nationaux très réglementés. Outre les arbres géants, la 101 permet de croiser d'étonnants personnages, comme Paul Bunyan, un bûcheron légendaire accompagné de son bœuf bleu. Ici, tout a tendance à être démesuré. Comme l'océan n'est jamais très loin, il interfère avec le climat en générant parfois une brume qui s'engouffre partout et rend la côte invisible. Même la route ne trouve plus vraiment ses marques. Étrange apparition? Non. Le retour vers un paysage apaisé et serein, qui voit la brume s'éloigner lentement, à 2 pas d'une ville charmante, Eureka. Aucun rapport avec Archimède, mais plutôt avec le cri de joie « J'ai trouvé » prononcé par les chercheurs d'or chanceux. La ville compte plus de 150 bâtiments de l'époque victorienne. Voici pourquoi. La forêt de séquoias s'étendait jadis sur environ 600 km du sud au nord. Elle faisait environ 60 km de large de l'est à l'ouest, entre l'océan Pacifique et la première chaîne de montagnes. C'est là qu'il y avait ces arbres énormes de près de 100 mètres de haut, les séquoias. Le bois du séquoia a été utilisé non seulement ici, dans cette région, mais de l'autre côté du monde, de l'autre côté du Pacifique. Si vous allez au Japon, vous remarquerez qu'il y a de nombreuses constructions réalisées avec des arbres qui viennent d'ici, de nos vallées. Les séquoias géants sont aujourd'hui protégés, mais ils ont longtemps servi de matériaux de construction. Les séquoias peuvent être taillés sans difficulté. Leur bois peut être sculpté de manière très élaborée, parce qu'il est très dur et très dense, ce qui permet de le travailler facilement et de faire toutes ces belles réalisations. Les maisons victoriennes ont été construites dans cette partie de la Californie, jusqu'au sud, et notamment dans les villes de Sacramento et San Francisco. À Eureka, notamment, si elles sont toujours là, c'est parce qu'il n'y avait pas de pression démographique. Il n'était pas nécessaire de détruire des bâtiments pour en construire d'autres. La Carson Mansion, qui a été achevée en 1884 après 2 ans de travaux, abrite un club privé depuis 1950. C'est l'un des plus beaux exemples de maisons victoriennes de la région et même de tout le pays. L'architecture victorienne, ce sont toutes les constructions qui ont été réalisées entre les années 1837 et 1901.
En effet, on appelle cette période Victoriana, l'ère de la reine Victoria. Si on est dans n'importe quelle ville de la côte Est, par exemple à Boston ou à New York, si une construction ne justifie pas les mètres carrés qu'elle occupe, on la détruit et on construit quelque chose de plus grand. Il aurait été dommage de détruire ce bâtiment destiné à être un théâtre dans une ville où l'art est partout, de la danse classique au jazz et au blues avec la grande Billie Holiday. À 60 km au sud de Reka, le Redwood State Park est traversé par l'avenue des Géants, où l'on trouve les plus grands séquoias, et parmi eux, un arbre très spécial. Oui, les voitures peuvent passer à travers cet arbre monumental, mais attention au rétroviseur. Plus à gauche. Les séquoias de la côte nord sont les plus grands arbres du monde. Cet arbre ici a 2000 ou 3000 ans. Mais personne ne connaît son âge avec certitude, parce qu'il y a des siècles, l'intérieur a été brûlé par le feu. Et on ne peut plus compter les cernes du tronc. L'eau ne se répand pas à l'intérieur des séquoias. Ces arbres absorbent l'eau dont ils ont besoin par l'extérieur, et l'intérieur de l'arbre est entièrement creux. Et lorsqu'il y a des incendies de forêt, ils ne brûlent pas parce que leur écorce est humide, à moins qu'il y ait une ouverture dans l'arbre. Dans ce cas, le feu brûle le bois mort. C'est ce qui est arrivé à cet arbre. En Californie, le bois bat tous les records dans le domaine du gigantisme. Autre record, le nombre de domaines viticoles. Plus de 300 qui font de Napa Valley le premier producteur de vin du pays. Les vins californiens exportés dans le monde entier représentent la majorité des vins produits et consommés aux USA. Et les États-Unis sont le 4e producteur mondial derrière la France, l'Italie et l'Espagne. Cabernet Sauvignon, Pinot Noir et Merlot sont les cépages sélectionnés pour la production de vin rouge, Chardonnay et Sauvignon pour celle du vin blanc. La Californie a pour capitale Sacramento. Le Capitole est le siège du gouvernement de l'État. Née à l'époque de la ruée vers l'or au milieu du 19e siècle, la ville est capitale depuis 1854. Au confluent du fleuve Sacramento et de la rivière américaine, la ville s'est modernisée pour devenir un pôle commercial attractif entre les zones rurales et les grandes métropoles de la côte. Mais elle a su conserver un centre historique au décor western, presque entièrement d'époque. L'histoire et les traditions, on les retrouve chaque été à l'heure des grandes manifestations populaires qui mêlent grandes parades, expositions de voitures anciennes et bien sûr, rodéo. Spectacle et festivités assurées. I love having a hand in it all. So raising hay and wreaking havoc. À l'heure du concours de modèles anciens, tous les passionnés d'automobiles sortent leurs trésors, qui ont souvent été modifiés pour en améliorer les performances. Le moteur est un 350 Chevrolet avec un très gros arbre à cames. Il fait presque 400 chevaux. Et il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et toutes les époques.
Depuis longtemps aux États-Unis, les automobiles font vraiment partie du quotidien. On y prend même ses repas, une habitude née avec les cinémas drive-in, les cinémas en plein air. On rencontre des personnages très particuliers qui présentent des modèles tout aussi particuliers. Elle est de 1935, elle vient du Kentucky, où elle a passé 50 ans dans une grange. Un modèle que Bonnie and Clyde ont rendu célèbre. Joe Burke apprécie l'ambiance. Vous avez tout ce que vous voulez ici. Il y a un rodéo, une exposition de voitures, tout ce que vous voulez acheter, et même un concours pour attraper les moutons et les mettre en cage. Et en matière de véhicules, les surprises continuent. C'est un vélocipède. Pour être précis, ça s'appelle une bicyclette ordinaire. C'est une version moderne, mais le modèle original date de 1868. Dennis Forel est un animateur hors pair. Et son rôle ici est de créer des animations autour de l'événement phare, le rodéo. Mais au fait, qu'est-ce qu'un rodéo ? À l'origine, c'est un ensemble de compétitions qui remontent aux traditions de l'Ouest. Ce sont des activités que les cow-boys et les fermiers exercent habituellement dans les ranchs. Et c'est l'occasion pour eux de prouver leurs compétences, de les montrer aux autres. On attrape des vaches avec un lasso, il y a des épreuves de vitesse et toutes sortes de concours. Le rodéo, c'est un événement étonnant. Je ne sais pas si c'est purement américain, mais en tout cas, c'est une authentique tradition américaine. Pas de grand rodéo sans fête foraine, avec ses manèges plus remuants les uns que les autres. Les émotions fortes sont comprises dans le ticket d'entrée. Plus calme, les chèvres sont présentes, au même titre que d'autres animaux de la ferme, pour divertir un jeune public, mais aussi pour être proposées à d'éventuels acheteurs. Même les moutons ont besoin de câlins, tandis que les vaches préfèrent les bisous. Mais les cow-boys ne sont pas vraiment tendres avec les veaux à l'heure du steer wrestling, une épreuve du rodéo où le cavalier doit terrasser un bouvillon à main nue. Le lasso est indispensable pour la seconde épreuve, le calf roping, véritable course contre la montre pour attraper et ligoter les pattes d'un jeune veau. L'épreuve principale du rodéo consiste à monter un cheval sauvage pendant au moins 10 secondes. Et 10 secondes, parfois c'est très long. La route 101 est la voie privilégiée pour découvrir une des régions les plus belles des États-Unis, entre forêt et côte pacifique. Quand le vert et le bleu se marient, le parcours de la route de Seattle à la Californie indique que le show de la nature se poursuit vers le sud, vers la Golden Gate, la Porte d'Or, et San Francisco.